Bien. Alors, merci de m'avoir invité d'abord à venir me joindre à vous. Et donc, on m'a demandé de faire un panorama économique devant vous avec un focus particulier sur les questions européennes. Alors, comme j'ai eu l'occasion de me promener parmi vous, j'ai pu voir ce qui se faisait ici et donc ça va me permettre d'ajuster mon propos. Bien, alors je ne vous surprendrai pas beaucoup en vous disant que la situation économique est particulièrement grave. Ça a été dit d'ailleurs hier soir par le président de la République avec une particulière netteté. Alors, la situation économique est grave parce que vous l'entendez tous les jours, il y a un ralentissement économique mondial. Il y a la Chine qui avait des taux de croissance de 12%, qui a plongé jusqu'à 5-6%. Les États-Unis qui ont vu leur activité économique s'effondrer, la zone euro qui est en zone de croissance négative. Mais ce n'est pas de tout ça que je voulais vous parler, tout ça vous l'entendez tous les jours, ça n'est pas très important. C'est très important, mais enfin vous l'entendez tous les jours et je ne vais pas vous apprendre grand-chose. Je voudrais démarrer mon propos par vous dire que dans ce contexte économique particulièrement morose, il y a 3 petits miracles qui se sont opérés au cours des derniers mois. Et je voudrais commencer par parler de ces 3 petits miracles. Le premier petit miracle, c'est que la situation économique dans le monde, qui était en voie de dégradation rapide, manifeste des signes d'amélioration très nets depuis quelques semaines et quelques mois. Alors pourquoi? Et quelles en sont les manifestations? La première manifestation, c'est qu'aux États-Unis, nous avions une crainte formidable qui était que la campagne électorale très violente qui a été menée par Romney et Obama faisait peser de très grands risques sur l'activité économique américaine, pour une raison très simple, c'est que, comme vous le savez peut-être, l'incapacité des hommes politiques américains à se mettre d'accord sur une trajectoire de réduction des dépenses publiques et sur une réduction de l'endettement avait conduit au cours de l'année dernière à prendre une décision qui consistait à dire que s'il n'y avait pas, avant le 3 janvier prochain, un accord entre les républicains et les démocrates sur la maîtrise des dépenses publiques, sur la réduction des déficits et sur la maîtrise de la dette, il y aurait des coupes automatiques d'une violence extrême, le 3 janvier 2013, dans les dépenses publiques et une augmentation très nette des impôts de près de 600 milliards de dollars, ce qui aurait eu pour effet de déprimer immédiatement l'activité économique aux États-Unis et donc de déprimer l'activité économique mondiale. Donc ça, c'était une menace formidable. Ça reste une menace formidable, mais il y a eu un petit miracle qui s'est passé le soir de l'élection d'Obama. Le patron des troupes républicaines a dit qu'il était très ouvert pour négocier un compromis avec le nouveau président qui consisterait en des efforts mesurés de part et d'autre pour baisser la dépense publique américaine, notamment dans le domaine social, et pour augmenter les impôts, notamment les impôts des riches, ce qui est une percée théorique phénoménale aux États-Unis, puisque jusqu'à présent, les républicains défendaient l'idée que moins on taxait les riches et plus l'activité économique se développait, et toute idée de taxation des riches, alors quand je dis les riches, c'est les gens qui ont accumulé des revenus particulièrement importants, toute taxation des riches était considérée comme un début de socialisme par les républicains. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a eu une ouverture et qu'on va probablement parvenir à un accord. Donc, du coup, on évitera probablement cette cassure nette et brutale de l'activité économique aux États-Unis au début de l'année prochaine. Ça, c'est le premier petit miracle au niveau mondial. Il y a un deuxième petit miracle au niveau mondial, c'est du côté de la Chine. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a eu un ralentissement de l'activité économique en Chine qui était dû à un ralentissement de l'effort d'exportation chinois qui lui-même était dû à un effondrement de la demande dans la première zone de consommation de produits chinois qui est, comme vous le savez, l'Europe. L'Europe étant en croissance zéro, eh bien la demande de produits chinois par l'Europe a chuté de près de 12% à 2% pour la Chine, ce qui s'est traduit par un net ralentissement de l'activité économique en Chine. Et la Chine a décidé de faire un effort massif de relance par l'investissement.
Ils ont décidé de mettre 150 milliards de dollars sur la table pour construire de nouvelles lignes de TGV, de nouveaux ports, de nouveaux aéroports, de nouveaux centres urbains, etc. Et là, l'activité est repartie par l'investissement et la Chine va probablement connaître une croissance de l'ordre de 8%, alors qu'on pouvait craindre que là aussi elle déprime. Donc le premier petit miracle mondial, c'est que le pire n'est pas certain et que la reprise de l'activité aux États-Unis fait qu'on aura une perspective de croissance aux États-Unis supérieure à 2% en 2013, qu'en Chine, on aura une perspective de croissance supérieure à 8%, et lorsque les États-Unis et la Chine en même temps vont bien, ils arrivent à tirer l'activité économique mondiale. Donc ça, c'est le premier petit miracle dans l'économie mondiale. Il y a un deuxième petit miracle, c'est l'Europe. Alors vous allez me dire vraiment, vous charriez là, parce que la croissance dans la zone euro est négative en 2012, elle sera négative en 2013. Où est le miracle là-dedans? Eh bien, il suffit que vous vous reportiez par la pensée à ce qu'était la situation de l'Europe et de la zone euro l'été 2011, au hasard. L'été 2011, on avait une crise bancaire majeure, avec un effondrement de l'ensemble des grandes banques européennes, avec des sommets de la dernière chance réunis en catastrophe. Et vous vous souvenez qu'un certain nombre d'essayistes pressés, de prophètes en chambre, avaient annoncé l'année dernière, autour de novembre-décembre, que la zone euro allait éclater, qu'on allait retrouver assez rapidement le franc, le mark, etc. Et je me souviens même avoir été invité à une émission de M6 où on me demandait de décrire concrètement comment on allait changer nos euros contre des francs, comment ça allait se passer sur le prix de l'essence ou sur le prix des denrées de première nécessité, etc. Et vous avez remarqué, nous sommes là en novembre 2012, plus personne ne parle d'éclatement de la zone euro. Donc il s'est passé quelque chose, là il s'est passé un petit miracle. Alors qu'est-ce qui s'est passé au cours de l'année qui vient de s'écouler? Je vous en parlerai longuement dans le propos qui est le mien, mais juste 2 ou 3 petites choses. Premièrement, on a réussi, vaille que vaille, à traiter les cas des pays en difficulté, qu'il s'agisse de la Grèce, de l'Espagne, du Portugal ou de l'Italie. On a mis en place différents mécanismes d'aide qui ont plutôt bien fonctionné. Donc, 1, on a su faire face à l'urgence. 2, lorsque un cercle vicieux, infernal s'est installé entre l'affaiblissement des banques qui affaiblissaient les États, qui affaiblissaient les banques, notamment en Espagne, on a trouvé des dispositifs avec des interventions de la Banque centrale européenne en particulier, qui a commencé à faire des choses qui paraissaient impensables, comme racheter de la dette de pays en difficulté sur les marchés secondaires de la dette. Et puis surtout, il y a eu un sommet européen en juin dernier qui a ouvert des perspectives sur lesquelles je vais revenir et qui vise à résoudre durablement la crise européenne en créant une union bancaire, une union économique et monétaire, une union budgétaire et fiscale et une union politique. Donc même si rien n'est réglé sur le fond, un certain nombre d'initiatives, un certain nombre de décisions ont fait que la catastrophe prévue pour la fin de l'année dernière n'a pas eu lieu. Donc vous voyez, je ne suis pas d'un optimisme fou. Je vous dis juste que les catastrophes qui étaient prévues ne se sont pas réalisées. Et c'est ce que j'appelle les petits miracles. Et puis il y a un troisième petit miracle. Et là, vous y avez assisté en direct hier après-midi si vous étiez devant vos téléviseurs. Ce petit miracle, c'est que la France, qui vivait dans ce qu'on appelait le déni de la crise, il y a un livre qui est sorti d'une journaliste anglaise très perfide qui s'appelle « Le déni français », qui nous expliquait comment les Français vivaient dans l'aveuglement total, croyant qu'ils pouvaient continuer à tirer des traites sur l'avenir en laissant croître leurs dépenses publiques, en laissant filer leur déficit de protection sociale, en ne s'intéressant pas aux problèmes de compétitivité de leur système productif, etc. etc. Puis vous avez vu, il y a eu un coup de baguette magique hier, et si vous avez bien entendu le discours du président de la République, il a dit qu'il avait 3 priorités fondamentales. La première priorité, c'était la compétitivité. C'est quand même très étonnant et très agréable à entendre. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu un président de la République dire que la priorité essentielle, surtout de gauche, dire que la priorité essentielle, c'était la compétitivité des entreprises et qu'il fallait et régler les problèmes de compétitivité coût et régler les problèmes de compétitivité hors coût. C'était vraiment très étonnant.
Deuxième priorité, maîtriser la dépense publique, voire réduire la dépense publique. Jusqu'à présent, on pensait que le signe d'une civilisation qui se développait, c'était l'accroissement de la dépense publique. Là, pas du tout. Il nous a expliqué qu'au cours des 5 dernières années, la dépense publique était passée de 52 à 57% du PIB, et que pour autant, la vie ne s'était pas pour autant formidablement améliorée pour les gens. Ils ne se soignaient pas mieux, ils n'avaient pas une meilleure qualité de service éducatif, ils n'avaient pas une meilleure qualité de service public en général, et que donc la réduction de la dépense publique, l'efficacité dans la production de services publics, la productivité de l'État n'étaient pas des choses... n'étaient pas des maladies honteuses, ça pouvait même être des objectifs majeurs pour le redressement du pays. Donc, impératif de compétitivité, impératif d'efficacité de l'État et de réduction de la dépense publique. Et puis, troisième volet, engagement dans le cadre européen pour aller plus loin dans ce que le président appelle l'intégration solidaire. Mais si vous séparez le mot intégration de solidaire, il y a quand même intégration. Et intégration, ça veut dire abandon de pans entiers de souveraineté, c'est-à-dire aller dans le sens de ce qui est demandé maintenant depuis longtemps par les Allemands, pour aller vers une plus grande intégration politique en particulier. Là aussi, j'y reviendrai plus loin. Mais enfin, quand vous voyez le programme qui se dessine, intégration politique au niveau européen, maîtrise de la dépense publique et effort de compétitivité, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est très loin du débat qu'on a eu pendant la campagne électorale. Souvenez-vous, pendant la campagne électorale, on a eu des débats d'une importance considérable sur la viande halal, sur vous savez, des grands sujets de ce type. Là, on a fait quand même un bond absolument formidable. Et je crois qu'il faut saluer ces 3 petits miracles pour commencer, pour montrer qu'au fond, le pire n'est pas certain. Donc, ayant campé le décor avec ces 3 avancées, tant au niveau mondial qu'au niveau européen et qu'au niveau national, je vais pouvoir maintenant davantage explorer ces différents problèmes, plonger dans le détail des points que j'ai soulevés et voir un peu quelles sont les perspectives. Alors, essayons de creuser d'abord le premier petit miracle qui est le miracle de l'économie mondiale. Alors, une fois qu'on a dit que le pire n'était pas certain, qu'est-ce qu'on peut dire qui puisse nous permettre de comprendre la trajectoire de l'économie mondiale pour les prochaines années? Je crois que le premier point à avoir présent à l'esprit, c'est qu'au cours des 10 dernières années, l'évolution de l'économie mondiale était marquée fondamentalement par l'évolution du couple États-Unis, pays émergents, et pour faire simple, États-Unis-Chine. Ce couple est un couple absolument fondamental et fondateur dans la dynamique économique internationale. Pourquoi ? Pour une raison très simple, c'est qu'au cours des 10 dernières années, et quand je dis 10 dernières années, ce n'est pas par hasard, la Chine est entrée dans l'OMC il y a 10 ans, au cours des 10 dernières années, on a vu progressivement se mettre en place une spécialisation dans l'économie mondiale, une division internationale des processus productifs qui font que, pour faire de manière très simple, la Chine est devenue l'atelier du monde, produisant à bas coût et à bas prix toute une série de produits industriels, consommant massivement des matières premières qui viennent de toutes les parties du monde, transformant toute une série de composants achetés dans les différentes parties de l'Asie en des produits finis en Chine. Et tout ceci a abouti à ce que la Chine ait accumulé un excédent commercial formidable sur les États-Unis. Cet excédent commercial s'est transformé en excédent de balance courante. Cet excédent de balance courante s'est transformé en une épargne massive que la Chine a accumulée et qui était prête à s'investir. Donc d'un côté, vous aviez un pays hyper producteur, hyper épargnant et hyper investisseur, en infrastructure notamment. Et de l'autre côté, eh bien, vous aviez un pays qui était devenu massivement importateur, massivement désindustrialisé, massivement consommateur, et tout ceci s'est traduit par un déficit de balance courante qui n'a cessé de s'accroître. Alors ceux qui ont fait des études d'économie ici savent que cette situation qu'on peut appeler une situation de déséquilibre global ne peut pas tenir très longtemps. Et pourtant, cette situation a tenu. Alors comment ce qui ne peut pas tenir dans les livres a tenu en pratique? Alors que vous disent les livres en économie? Ils vous disent quand vous avez un déséquilibre comme ça, persistant, il y a 3 manières d'en sortir.
La première manière, c'est que le pays qui est en déficit systématique voit sa monnaie massivement dévaluée. Et le pays qui est systématiquement excédentaire voit sa monnaie réévaluée. Ça ne s'est pas passé. Pourquoi ça ne s'est pas passé? Eh bien, ça ne s'est pas passé parce que, d'une part, les Chinois contrôlent leur monnaie, et d'autre part, les Chinois ont fait en sorte que le dollar ne dévalue pas. Alors, comment ils ont fait? Et c'est là où la deuxième solution apparaît dans les manuels d'économie. Les manuels d'économie vous apprennent que quand un pays est systématiquement déficitaire, ses taux d'intérêt à long terme montent, puisqu'il a des problèmes de financement, puisqu'il est déficitaire et que sa dette augmente. Or, on n'a pas assisté à une augmentation des taux d'intérêt à long terme que payaient les États-Unis. Pourquoi? Pour une raison très simple, c'est que les Chinois prêtaient aux États-Unis. Donc vous voyez, vous avez un pays massivement consommateur. Alors juste pour que vous ayez des chiffres en tête, au plus fort de l'avant-crise, le ratio consommation sur PIB aux États-Unis était de 74%. C'est-à-dire que les 3/4 du revenu national américain allaient en consommation. Vous savez quel était le chiffre en Chine? 35%. C'est-à-dire que les Chinois sont vraiment des épargnants forcenés. Ils consomment moins d'un tiers de la richesse qu'ils produisent. Ça veut dire qu'ils épargnent massivement le reste et qu'ils investissent massivement. Donc, au départ, on a ce déséquilibre massif entre consommation et production qui se réglait par des transferts sous forme de prêts de l'épargne chinoise vers la consommation, la production, l'investissement et la spéculation aux États-Unis. Je viens de lâcher le dernier mot, qui est le mot spéculation. Pourquoi? Parce que les épargnants chinois, a priori, n'ont aucune envie d'investir dans les produits spéculatifs américains. Et donc, comment on transforme une épargne pépère chinoise en investissement ultra spéculatif américain? Eh bien, entre les deux, il y a le système financier qui a inventé toute une série de produits financiers pour transformer de l'épargne banale en investissement risqué. Et vous avez là la source de la grande crise financière qu'on a eue en 2007, 2008, 2009. Donc, tout ceci pour vous dire quoi? Que ce système basé sur une ultra-production d'un côté et une ultra-consommation de l'autre n'est pas un système durable. Alors là, je vous ai parlé de la Chine, mais vous pouvez remplacer Chine par Indonésie, Vietnam, et vous avez la même chose, c'est-à-dire des pays qui produisent frénétiquement à bas coût et qui ont un modèle qu'on appelle mercantiliste, c'est-à-dire que le moteur de leur développement économique, c'est l'exportation vers l'étranger. Et vous avez d'un autre côté des pays très consommateurs. Parmi les pays très consommateurs, pour ne pas rester aux États-Unis, il y en a un que vous connaissez très bien, c'est la France. La France est un pays qui est comme les États-Unis, un pays ultra consommateur et qui est dans une situation de déficit de balance courante qui ne cesse de s'aggraver. Donc comment on sort de ce modèle fondamentalement déséquilibré? Parce que ça ne peut pas durer très longtemps, puisque vous voyez bien, les déficits se transforment en dettes. Et donc, il y a des niveaux de dette qui finissent par être non soutenables. Donc, comment on règle le problème? Eh bien, on ne peut régler le problème à terme, et les évolutions ont commencé, c'est ça la bonne nouvelle, qu'en faisant en sorte que les Chinois deviennent de plus en plus des consommateurs, que leur développement soit de plus en plus auto-centré et non plus extraverti. Et donc, les Chinois sont en train d'apprendre la consommation domestique, l'État protecteur, l'assurance santé, la retraite, des tas de choses dans lesquelles nous sommes devenus des champions toutes catégories, que eux ne connaissent pas du tout. Et vous savez que nous sommes, nous les Français, avec un budget de redistribution sociale qui représente 33% du PIB, les champions du monde. Eh bien, dans ce domaine-là, nous attendons avec impatience la concurrence effrénée que va devoir nous faire la Chine pour nous rattraper en matière de protection sociale et de redistribution, mais il commence. Donc, la solution, c'est une Chine qui deviendrait, et plus généralement des pays émergents, qui deviendraient moins extravertis et plus intravertis, et du côté des pays développés, des pays qui vont devoir réinventer la production, qui vont devoir réinventer l'activité domestique. Et vous avez de ce point de vue-là une évolution formidable aux États-Unis qui, en 3 ans, est absolument sidérante. Grâce au gaz de schiste, les États-Unis disposent d'une énergie bon marché qui coûte 3 fois moins cher
que du gaz, par exemple, utilisé en Asie pour les processus productifs. Donc l'utilisation massive du gaz de schiste est à la base d'un début de réindustrialisation, et on estime que les premiers effets de l'utilisation du gaz de schiste, c'est en termes de compétitivité, ça a été l'équivalent de la création d'1 million d'emplois aux États-Unis. Et donc, une énergie bon marché est un élément fondamental pour démarrer un processus de réindustrialisation, sans compter qu'en même temps, au même moment, en Chine et dans les pays émergents, les coûts salariaux unitaires ont très fortement augmenté, et donc dans des tas de domaines, il devient possible de faire de la relocalisation industrielle. Donc, premier élément, je crois que ce qui fera la soutenabilité du développement économique mondial, c'est une forme de correction des déséquilibres globaux, et cette forme de correction des déséquilibres globaux passe par l'intégration d'économies régionales, passe par le recul des modèles de développement extravertis et par le développement de modèles de développement intravertis. Alors, bien entendu, tout ceci ne règle pas tous les problèmes, notamment les problèmes de soutenabilité des modèles économiques actuels qui sont très consommateurs en matières premières, très consommateurs en énergie, etc. Donc, je n'ai pas dit que ce modèle était soutenable et qu'on pouvait le prolonger. Quand vous voyez, par exemple, qu'aujourd'hui, les Chinois ont 50 véhicules pour 1000 habitants, alors que les Américains en ont 800 pour 1000 habitants, vous voyez que si les Chinois se mettaient à copier exactement le modèle de consommation américain, eh bien, il nous faudrait 3 ou 4 planètes, on n'en a qu'une. Ou alors, il faudrait faire des bonds dans l'innovation, des bonds dans l'invention de nouvelles solutions, tant énergétiques que techniques, qu'on ne voit pas pour le moment. Mais sinon, cette trajectoire d'évolution économique n'est clairement pas soutenable. Donc voilà le premier élément que je voulais tracer sur les perspectives de l'économie mondiale. Et donc ce qu'on peut dire, c'est que 2013, au total, sera une année légèrement meilleure que 2012. Disons qu'on a cassé la dynamique négative qui existait en 2012, parce qu'on a plongé méchamment au cours de 2010, aussi bien dans les pays d'Amérique latine que dans les pays européens, que partout dans le monde. Et là, on sent un début de remontée. Donc voilà pour le premier développement sur l'économie mondiale. Sur l'économie européenne maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc je vous ai parlé de ces petits miracles qui ont eu lieu l'année dernière. Est-ce que pour autant, comme l'a dit le président de la République, la crise de l'euro est derrière nous? Est-ce que la crise de l'euro est en passe de résolution? Non. On n'a réglé aucun problème. Et donc, comment se fait-il qu'on annonce que la crise est derrière nous alors qu'on n'a réglé aucun problème? Comme d'habitude, quand vous écoutez les hommes politiques, ils ne disent jamais quelque chose de totalement faux. Ils disent toujours une vérité partielle. Ils oublient simplement l'autre partie de la vérité. La vérité partielle qui est contenue dans cette affirmation, c'est que la crise aiguë que nous avons connue l'année dernière et qui risquait de mener à l'éclatement de la zone euro est derrière nous. Ça, c'est vrai. Par contre, la crise chronique de l'euro, elle est toujours là. Et donc, il va falloir qu'on fasse un petit focus sur la crise de l'euro pour qu'on se comprenne bien entre nous. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est que cette crise que nous avons en Europe et dans la zone euro depuis maintenant 3 ans? Je ne sais pas si vous y êtes sensible comme moi, mais je trouve que toutes les expressions qui sont utilisées sont fausses. Alors vous entendez couramment dire les choses suivantes. On vous dit d'abord c'est une crise de l'euro. Est-ce que c'est une crise de l'euro? Non. L'euro n'arrête pas de s'apprécier, et je regardais mon iPhone tout à l'heure, l'euro continue à s'apprécier. Il est actuellement à 1,32. Il a varié dans une bande qui est allée de 0,80 à 1,60. Donc on est plutôt proche de la borne haute. Donc il n'y a pas de crise de l'euro. L'euro est une monnaie désirée, est une monnaie qui s'apprécie. Donc pourquoi parle-t-on de crise de l'euro? Alors on dit aussi, non, ce n'est pas une crise de l'euro, c'est une crise des dettes souveraines européennes. Est-ce que c'est une crise des dettes souveraines européennes? Non. Si vous raisonnez sur la zone euro comme un bloc, et que vous regardez quel est le niveau d'endettement de la zone euro, rapporté au PIB, comparé aux États-Unis, comparé au Japon, comparé au Royaume-Uni, etc., la zone euro a un ratio d'endettement beaucoup plus faible que celui des États-Unis, que celui du Royaume-Uni, que celui du Japon.
Alors, vous pourriez me dire, non, ce n'est pas l'endettement, c'est les déficits. Pas vrai. Vous regardez le déficit de la zone euro, et que vous le comparez aux États-Unis, vous le comparez à l'Angleterre, vous le comparez au Japon, le ratio de déficit sur PIB des pays de la zone euro, pris dans leur ensemble, n'est pas supérieur à celui des autres pays. Donc, ce n'est pas un problème de crise, ni de dette souveraine, ni de déficit. On dit non, c'est une crise de compétitivité de la zone euro. C'est un mot qu'on entend beaucoup. Est-ce que c'est vrai? Non, c'est faux. La zone euro est en quasi-équilibre de balance courante, ce qui n'est pas le cas des États-Unis, qui ont un immense déficit, ce qui n'est pas le cas du Royaume-Uni, qui a un immense déficit. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment une énigme, cette crise. Alors on vous dit non, en fait, c'est pas ça. C'est une crise de certains pays de la zone euro, notamment de la Grèce, puisque la crise a commencé par la Grèce, et c'est une crise des pays de la zone euro qui n'ont pas respecté les engagements qu'ils avaient pris au moment de leur entrée dans la zone euro, c'est-à-dire l'adhésion au pacte de stabilité et de croissance qui prévoit qu'on ne doit pas dépasser un déficit de finances publiques de 3% du PIB et un ratio de dette sur PIB de 60%. Alors, ça, c'est apparemment vrai. Ah, vous allez me dire, non, vous n'allez pas contester ce qui est absolument évident, là. Vous charriez. Mais quand vous regardez quels sont les pays en difficulté, vous avez certes la Grèce qui relève de ce modèle, mais vous avez deux pays comme l'Espagne et l'Irlande qui ne relèvent absolument pas de ce modèle. Quels étaient les deux pays les plus vertueux du point de vue du respect des critères de Maastricht en 2007 et en 2008, c'est-à-dire avant la crise? Les deux pays auxquels on troussait des couronnes, c'était l'Espagne et l'Irlande. Donc comment se fait-il que les pays qui étaient les plus vertueux en 2007-2008 soient devenus les pays bonnets d'âne en 2009 et 2010? C'est quand même quelque chose qui ne va pas là-dedans. Alors qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que cette crise et comment la nommer? Après avoir beaucoup réfléchi, je suis arrivé à la formule suivante. La crise de la zone euro, vous voyez, c'est plus la crise de l'euro, c'est la crise de la zone euro. C'est d'abord une crise de gouvernance européenne, et je vais développer ce point de vue, qui révèle des problèmes d'architecture institutionnelle, c'est-à-dire qu'en fait, on a conçu des institutions à Maastricht qui ne fonctionnent pas, et qui elle-même révèle des déséquilibres économiques au sein de la zone euro. Donc, il faut qu'on considère ces trois points-là. Donc, un premier problème de gouvernance européenne. Pourquoi c'est un problème de gouvernance européenne? Écoutez, c'est très simple. Quand la crise grecque a éclaté à la surface en octobre 2009, qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez ce qui s'est passé en octobre 2009. La Grèce, qui avait annoncé qu'elle allait avoir un déficit de finances publiques de 3,5%, annonce, à la suite de l'arrivée d'un nouveau gouvernement, de M. Papandréou, que en fait, le déficit, il s'était un peu trompé dans le calcul, ce ne serait pas 3%, mais ce serait 6%. Et puis, un mois après, ils nous ont dit que ce ne serait pas 6%, ce serait 12%. On n'avait jamais vu, dans l'histoire européenne et dans l'histoire des pays développés, des déficits qu'on corrigeait à la main en 2-3 mois et qui passaient de 3 à 12% du PIB. Je vous signale que le chiffre final, ça a été 13,6%. Donc, comment imaginer des choses pareilles? Eh bien, lorsque donc la Grèce a annoncé à ses partenaires européens qu'elle avait un déficit aussi massif, la première réaction des dirigeants européens, c'était une réaction de paralysie. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on n'avait rien prévu dans les traités européens pour faire face à une situation de ce type. On n'avait simplement pas imaginé qu'un pays puisse être en difficulté. Pire même, on avait prévu dans les traités, c'est le fameux article 125, que si un pays était en difficulté, il ne fallait surtout pas l'aider. Parce que s'il était en difficulté, c'est qu'il n'avait pas respecté ses engagements, et s'il n'avait pas respecté ses engagements, il ne fallait surtout pas l'aider. Et donc on a eu un débat surréaliste à la fin de 2009, où en gros on disait à la Grèce, 1, on ne peut pas t'aider, 2, tu ne peux pas dévaluer, 3, tu ne peux pas restructurer ta dette. Donc en gros, 1, tu ne peux pas sortir, 2, tu ne peux pas rester à l'intérieur, et 3, tu ne peux pas aménager les conditions de ton existence à l'intérieur. Hein?
c'est no exit, no bailout et no bail-in. Voilà. Donc, il a fallu, dans l'improvisation, inventer une solution à un problème qu'on n'avait pas identifié et pour lequel on n'avait pas de solution possible. Alors, je vous passe les détails. On a essayé d'inventer des solutions, mais en essayant d'inventer des solutions, il fallait à chaque fois essayer de concilier des objectifs inconciliables. Alors, vous voyez bien quel est le problème. Quand vous êtes en face d'un pays en difficulté qui n'arrive plus à se refinancer et que vous dites que ce pays doit rester dans la zone euro, votre souci essentiel doit être de tout faire pour l'aider à s'en sortir. D'accord ? Mais si vous l'aidez à s'en sortir, il risque de reprendre très vite ses mauvaises habitudes. Donc il faut l'aider tout en créant les incitations pour qu'il ne retrouve pas ses mauvaises habitudes. D'accord ? Bon. Mais ensuite, pour l'aider concrètement, ce sont différents pays d'Europe qui vont devoir payer. Et donc ces pays doivent se justifier vis-à-vis de leurs propres opinions publiques. Donc pour se justifier vis-à-vis des opinions publiques, il faut qu'il y ait une dimension un peu punitive pour ceux qui ont triché, menti, etc. Mais si vous appliquez une logique punitive, vous compliquez le problème que vous voulez régler. D'accord ? Ensuite, dans vos propres pays, vous avez toute une série de pressions démagogiques, et notamment vous avez des tas de gens qui pensent que tous les malheurs viennent des banques. Donc il faut en même temps que vous sauviez les banques et que vous ne donniez pas l'impression que vous les sauvez gratuitement. Donc il faut les punir aussi, en leur demandant d'abandonner une partie de leurs créances. Mais si elles abandonnent une partie de leurs créances, elles s'affaiblissent davantage. Donc elles ont besoin de plus d'aide encore de la part des États. Donc vous voyez l'écheveau considérable de contradictions dans laquelle on s'est trouvé pris, et ce qui fait que toutes les solutions qui ont été adoptées ont été des solutions partielles, tardives, incomplètes et mauvaises au total. Et je vais vous en donner 2 ou 3 illustrations. Le premier plan qu'on a fait pour aider la Grèce, on a décidé que des différents pays européens allaient prêter de l'argent, ou plus exactement, ils allaient donner leur garantie pour que la Grèce se refinance. Et on s'est dit, pour que la Grèce n'ait pas la tentation de reproduire les mêmes erreurs, c'est ce qu'on appelle le risque d'aléa moral, on va lui imposer des taux d'intérêt élevés. Ah, c'est très intelligent ça. Vous avez un pays qui coule, à qui vous demandez des mesures d'austérité formidables, et la seule méthode que vous trouvez, c'est de lui imposer des taux d'intérêt confiscatoires. Donc qu'est-ce qui se passe ? Le pays accepte au début, il n'a pas le choix. Puis très rapidement, il dit j'y arrive pas. Donc vous êtes obligé de faire un deuxième plan. Pour faire un deuxième plan, il faut expliquer pourquoi les mesures qui avaient été prises la première fois étaient certes bonnes, mais incomplètes. Donc vous êtes obligé d'en rajouter une couche. Et là, vous avez, je ne sais pas si vous en souvenez, le fameux sommet de Deauville entre Merkel et Sarkozy qui a eu lieu en octobre 2010, qui a été une catastrophe absolue, puisqu'ils acceptent le principe d'un deuxième plan d'aide à la Grèce, mais ils mettent comme condition que les investisseurs privés abandonnent une partie de leurs créances. Et ça, c'est terrible, parce que vous savez, dans le monde de la finance, l'actif le plus sûr, c'est la dette souveraine d'un pays. Et si vous commencez à dire que la dette souveraine d'un pays n'est plus un actif sûr, c'est la fin des haricots. Or, c'est cette décision absurde qui a été prise par Sarkozy et Merkel. Là aussi, je comprends très bien pourquoi ils l'ont fait. Ils voulaient dire à leur opinion publique qu'ils n'étaient pas à la botte des marchés, qu'ils étaient capables de sanctionner le monde de la finance, etc. Mais d'un point de vue économique, c'était totalement absurde. Donc voilà, tout ceci pour vous dire, et je pourrais détailler les différents plans qui ont été faits, je crois que vous vous en souvenez, ce n'est pas la peine que j'entre dans les détails, mais ce que j'essaye de vous montrer, c'est de vous dire que, 1, il n'y avait pas les instruments d'intervention, 2, quand il y avait des instruments d'intervention, il fallait un accord entre les 17 pays et même les 27 pays. 3, compte tenu du poids des opinions publiques nationales, il fallait chaque fois faire des montages qui n'étaient pas optimum économiquement. Et 4, comme on était dans une situation où il fallait éviter la reproduction des solutions qu'on mettait en place, eh bien, il fallait qu'il y ait un signal puissant. Et ce signal puissant qui était donné aux pays en difficulté aggravait en pratique la solution des problèmes qu'on voulait traiter. Donc voilà comment,
je pense qu'à la base des difficultés qu'on a eues, de la crise qu'on a eue dans cette zone euro, il y a ces problèmes de gouvernance européenne, et j'y reviendrai tout à l'heure, si vous voulez, au moment des questions. Mais derrière ces problèmes de gouvernance européenne, vous voyez bien qu'il y a un problème beaucoup plus sérieux, c'est les institutions mêmes que nous avons bâties collectivement à Maastricht pour régler les problèmes européens. Alors, quelles sont ces institutions européennes qui n'ont pas fonctionné comme on l'avait anticipé? Et c'est là qu'on est au cœur du problème, parce que tout le destin de l'Europe va se jouer dans les solutions aux problèmes que je vais évoquer à partir de maintenant. Alors, le premier pari que nous avons fait lors de la signature du traité de Maastricht, c'est qu'en ayant une monnaie unique sur un marché unique, on allait favoriser la convergence des économies. On savait que les économies avaient des profils de spécialisation différents, on savait que les modèles économiques des différents pays étaient différents, mais on a pensé que par l'euro et par le marché unique, on allait favoriser la convergence. Et on a eu exactement l'inverse, c'est-à-dire on a eu une divergence croissante. Alors nous, les économistes, on boit du petit lait parce qu'on l'a dit dès le départ. Notamment, vous entendez peut-être parler d'un économiste américain qui est célèbre, qui s'appelle Krugman, qui a eu le prix Nobel d'économie justement sur un des travaux d'économie géographique pour montrer que justement dans des zones intégrées, on avait une tendance à la surspécialisation et donc à la diversification et donc à l'accroissement des diversités au sein d'un espace économique intégré. Et donc, ce qui était prévu par les économistes, mais pas par les politiques, s'est réalisé, c'est-à-dire les pays du nord de l'Europe, qui étaient des pays avec l'Allemagne, la Hollande, les pays nordiques étaient des pays industriels, qui étaient des pays qui avaient des excédents de balance commerciale, sont devenus encore plus industriels et ont vu leurs excédents de balance commerciale encore plus importants. Et les pays du sud de l'Europe, qui étaient sous-industrialisés, qui étaient des pays de services, ils sont devenus encore plus de services et leur déficit de balance courante s'est accru considérablement. Et donc, on a eu un grand écart entre les pays du nord de l'Europe et les pays du sud de l'Europe, alors même que l'institution de l'euro et du marché unique aurait dû favoriser cette convergence. Alors vous allez me dire, OK, où est le problème? Où est le problème si l'Espagne est plutôt un pays touristique et si l'Allemagne est plutôt un pays industriel? Est-ce que quelqu'un aux États-Unis se soucie du fait que la Floride, c'est plutôt touristique et la Californie, plutôt high-tech? Personne ne s'en soucie. Oui, le problème, c'est que les États-Unis, c'est les États-Unis et l'Europe, ce n'est pas l'Europe. Pourquoi? Alors, encore une fois, pendant les 10 premières années de la zone euro, quand ces déséquilibres se sont développés, personne n'a entendu parler de difficultés particulières. Pourquoi? Parce que le déficit des pays du Sud était complet par les capitaux des pays du Nord. Comme le modèle que je vous ai expliqué tout à l'heure pour la Chine et les États-Unis a fonctionné en Europe sur le couple Allemagne-Espagne. Si vous voulez, l'Allemagne, c'est la Chine et l'Espagne, c'est les États-Unis. C'est-à-dire un pays hyper producteur, un pays hyper consommateur. Vous réglez les problèmes par les flux directs de capitaux. Et en fait, c'est ce qui s'est passé pendant 10 ans. Les capitaux allemands se sont déversés vers la Grèce, l'Italie, l'Espagne, etc. Et ils se sont d'autant plus déversés que c'était plus rentable et donc on faisait d'une pierre deux coups, les Allemands s'enrichissaient et en même temps ils contribuaient à la croissance des pays du Sud. Et cette mécanique qui a fonctionné parfaitement pendant 10 ans s'est arrêtée net en octobre 2009. Pourquoi? Parce que tant qu'on est dans une zone euro intégrée et qu'on a le sentiment qu'un euro grec est égal à un euro italien, un euro espagnol et un euro allemand, il n'y a pas de problème. Le jour où vous commencez à avoir un doute et vous vous dites qu'un euro grec, ce n'est pas la même chose qu'un euro allemand, à ce moment-là, c'est la fin des haricots. Et c'est ce qu'on a constaté. Les flux de capitaux se sont taris immédiatement. Et donc, à partir du moment où les flux de capitaux se tarissent, eh bien, la Grèce n'a plus pu aller sur les marchés, puis après, ça a été le cas du Portugal, puis le cas de l'Irlande, puis le cas de l'Espagne, etc. Et là, il a fallu que les États interviennent et on a inventé ce processus d'assurance mutuelle au niveau européen. Donc voilà le premier problème qui est apparu massivement et qui révèle que l'édifice de Maastricht n'a pas été conçu correctement. Deuxième problème. À partir du moment où vous mettez un ensemble de pays ensemble,
le comportement budgétaire de chacun des pays peut réagir sur les autres. Puisque vous avez une monnaie unique, si un pays fait du déséquilibre budgétaire systématique, ce déséquilibre budgétaire peut être de type inflationniste. Et donc, il peut avoir des effets sur les pays voisins. C'est pourquoi, lorsqu'on a créé le traité de Maastricht, on a créé une police, un règlement de l'Union, et cette police et ce règlement de l'Union s'appellent le pacte de stabilité et de croissance. Le pacte de stabilité et de croissance est basé sur l'idée que chaque pays conserve la maîtrise budgétaire et fiscale, mais il doit respecter des critères qui assurent sa bonne appartenance au club européen, et c'est les fameux critères, le 3% de déficit de finances publiques et les 60% de dette publique. Le problème, c'est que ce pacte de stabilité a été violé 23 fois en 10 ans. Et il n'y a eu aucune sanction. Alors là aussi, vous réfléchissez, vous dites, mais pourquoi? Et puis la réponse est toute bête. Est-ce qu'il vous viendrait à l'esprit de confier la police à une assemblée de délinquants en puissance? Non, puisque normalement, ce sont vos petits copains qui peuvent être délinquants demain ou qui l'ont été hier, qui sont chargés de vous punir si vous avez franchi la ligne jaune. Puisqu'il faut qu'il y ait un accord politique entre les membres de l'Union pour sanctionner un pays qui est sorti des rails. Alors vous allez me dire, mais c'est tellement absurde qu'on ne peut pas imaginer qu'une solution pareille ait été adoptée. C'est vrai, au départ, les Allemands voulaient qu'il y ait des sanctions automatiques. Tout pays qui violait la règle se voyait imposer immédiatement des pénalités. Et puis nous autres Français, nous avons dit, mais enfin vous ne pensez pas, automatique, il peut y avoir des circonstances exceptionnelles, il faut que le pouvoir politique puisse en discuter, il ne peut pas y avoir de règles mécaniques, etc., etc. Et nous avons réussi à l'emporter, et donc nous avons fait... Mais j'ajoute tout de suite qu'en fait le système du pacte de stabilité et de croissance a été tué par les Français et les Allemands ensemble en 2003, parce qu'en fait en 2003, la France et l'Allemagne se sont trouvés en déficit et en non-respect des objectifs du pacte, et à l'occasion d'un dîner célèbre de Schröder avec Chirac, autour d'une bonne bière, ils ont décidé qu'ils ne respecteraient pas le traité. Voilà. Et qu'ils allaient même mettre en place une révision du traité. Donc voilà. Donc c'est très intéressant, vous notez tout ça, parce que pour tout à l'heure, vous voyez bien, il va falloir inventer des solutions qui soient, elles, véritablement efficaces. Troisième problème qui s'est révélé avec le temps. Normalement, lorsque vous êtes dans une zone monétaire intégrée avec une monnaie unique, lorsque vous émettez de la dette, vous émettez de la dette qui est une dette nationale, la dette italienne, la dette française, et cette dette nationale est une dette libellée en euros. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous émettez une dette qui est nationale, mais en cas de crise, vous n'avez aucun pouvoir pour la gérer, puisque l'autorité monétaire ultime n'est pas nationale, elle est européenne. Vous voyez ce que je veux dire? Je m'explique. Pour dire les choses simplement, l'euro, pour chaque pays européen, est à la fois une monnaie nationale et une monnaie étrangère. Et je vais vous le démontrer rapidement. Qu'est-ce qui se passe au Royaume-Uni, par exemple, quand le pays est en difficulté financière majeure? Eh bien, il fait du déficit massif, il accroît la dette massivement, et la Banque centrale achète la dette pour faire en sorte que les taux ne montent pas. D'accord? Si le problème se pose pour l'Italie, l'Italie n'a pas de banque centrale pour intervenir sur les marchés. La banque centrale, c'est une banque centrale européenne. Donc, si vous voulez, il y a cette chose très bizarre, c'est que paradoxalement, la dette souveraine émise par un pays européen est une dette qui n'a pas de souverain. Je ne fais pas des jeux de mots, c'est très profond ce que je suis en train de dire. On est dans un monde où on a une monnaie sans État. Et ça, c'est une aberration. Et ça veut dire tout simplement que soit très rapidement on donne un État à la monnaie, soit on abandonne la monnaie pour garder les États. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est tout l'enjeu de la période actuelle. Donc j'accélère un peu parce que je vois qu'il est déjà 6 heures. J'ai jusqu'à quand? Ah bon? Non, mais vous me dites juste, il faut qu'on termine vers...
Bon, allez, encore un petit quart d'heure, encore un petit quart d'heure. Bon, je continue. Un petit quart d'heure encore, donc je continue. Donc à partir du moment où on a ces problèmes en tête, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, ça a été l'objet du sommet européen de juin dernier, et ce sommet a dit qu'il fallait qu'on avance simultanément sur 4 fronts. Le premier front, c'est l'union budgétaire et fiscale. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire qu'il faut, d'une manière ou d'une autre, limiter le pouvoir budgétaire des États. Les États ne peuvent pas faire n'importe quoi. Et donc là, on a introduit une clause qui est une clause de déficit structurel qu'on ne doit pas dépasser. Il y a la réaffirmation de la trajectoire de réduction des déficits et surtout, il y a l'idée d'un processus de contrôle européen sur les budgets nationaux. Alors nos amis allemands veulent aller plus loin. Ils veulent qu'un commissaire européen ait un droit de veto sur les budgets nationaux et ils proposent même une idée terrifiante. Ils proposent qu'un pays qui n'est pas capable de gérer son budget se voit imposer la nomination d'un commissaire européen qui viendra à domicile contrôler le budget du pays récalcitrant. Hein? Mais ce que je dis a l'air terrifiant, mais en même temps, ça a une certaine logique. Hein? De deux choses l'une. Où vous estimez que chaque pays doit conserver la maîtrise de son budget. Et à ce moment-là, comme dans la Constitution américaine, il faut interdire de venir en aide à un pays en difficulté. Parce que sinon, c'est une incitation au laxisme. Aux États-Unis, par exemple, la Californie est en état de quasi-faillite, l'État fédéral américain n'intervient pas. Donc, soit on décide de maintenir le principe d'autonomie budgétaire, et dans ce cas, il ne peut pas y avoir de clause de sauvetage, soit on dit nous faisons de l'intégration solidaire, comme dit François Hollande, et dans ce cas, il faut autoriser que le centre puisse avoir un pouvoir sur les États de la périphérie. Donc ça, c'est le premier enjeu majeur de l'union budgétaire et fiscale. Deuxième élément, l'union bancaire. À partir du moment où on a un marché unique et une monnaie unique, on ne peut pas accepter qu'il y ait 27 régulations financières, 27 autorités prudentielles et 27 politiques de protection des champions nationaux, puisqu'on voit bien que l'affaiblissement d'une banque espagnole crée un péril mortel pour l'ensemble du système européen. Donc il faut avoir une union bancaire. Donc on a décidé d'aller vers l'union bancaire. Très bien, tout le monde applaudit, mais les problèmes commencent. On a dit que c'est un fonds européen qui allait recapitaliser les banques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les fonds du mécanisme européen de stabilité vont permettre de renflouer les banques espagnoles, mais ça veut dire que les banques espagnoles vont être contrôlées par le mécanisme européen de stabilité. Les Espagnols n'accepteront jamais ça. Donc les Espagnols demandent qu'on les recapitalise, mais si on les recapitalise alors qu'elles sont toutes en faillite, ça veut dire que c'est un transfert de finances européennes, c'est-à-dire allemandes, italiennes, c'est-à-dire d'argent du contribuable allemand, italien, au profit de banques espagnoles. Est-ce que ça, c'est acceptable? Normalement, on a dit oui, mais moi, je n'y crois pas du tout. Donc, qu'est-ce qui va se passer en pratique? Ce qui va se passer en pratique, c'est qu'on va faire la distinction entre la situation aujourd'hui, ce qui a précédé et ce qui va suivre. Tout ce qui a précédé, c'est-à-dire en fait les pertes accumulées pour les mauvais risques accumulés par les différentes banques nationales, seront prises en charge par le contribuable de chacun des pays. Et il ne pourra y avoir d'union bancaire que pour le futur. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que des pays comme l'Espagne, qui vont très mal, vont aller encore plus mal. Mais c'est juste pour vous donner le parfum de ce qui va se passer dans les mois et les années qui viennent. Troisième problème, l'union politique. Alors on dit qu'il faut qu'on aille vers une union politique. Mais qu'est-ce que ça veut dire l'union politique? Est-ce que la France est prête à des abandons de souveraineté? Est-ce qu'elle est prête à ce que la Commission européenne décide directement dans tel et tel domaine? Et puis surtout, est-ce qu'on veut faire un fédéralisme poussé? Est-ce qu'on veut avoir un budget important ou pas? La question du budget est intéressante. Vous savez qu'actuellement, on est en train de discuter du budget européen pour les 7 prochaines années. Le budget européen actuellement représente 1,06% du PIB. Le budget américain, 25% du PIB. Et on est en train de se battre pour ramener ce budget européen de 1,06 à 1. Vous voyez bien que c'est tout à fait surréaliste, les débats qu'on a actuellement. Donc il va falloir qu'on sorte de ça. Alors comment sortir de ça? Eh bien, comme l'a dit le président hier,
il faudra imaginer un développement à géométrie variable entre les pays de la zone euro qui constitueront un vrai noyau et qui demain aura un vrai budget, et puis les autres pays qui, par la force des choses, s'éloigneront de ce centre. Donc vous voyez, les perspectives budgétaires et politiques conduisent nécessairement à poser la question de la configuration même et de la géographie même de l'Union européenne. Donc voilà juste quelques problèmes sur l'évolution de la zone euro pour vous mettre en appétit, mais je veux revenir à la France maintenant pour terminer, pour vous dire que, pour toujours décliner mes petits miracles, sur l'évolution des petits miracles en France. Il y a quelques mois, à peine, pendant la campagne électorale, lorsqu'on disait que la France avait un problème de compétitivité coût, on était un homme de droite. Et lorsqu'on disait que la France avait un problème de compétitivité hors coût ou hors prix, on était un homme de gauche. Alors c'était une absurdité totale, bien entendu, mais si les débats électoraux respiraient l'intelligence, ça se saurait. Alors le grand miracle qui s'est opéré hier, à la suite du rapport Gallois, c'est que pour la première fois, on reconnaît l'évidence. C'est qu'il y a un lien intime entre la compétitivité coût et la compétitivité hors coût. Pourquoi ? Alors, les arguments de ceux qui défendaient le problème de la compétitivité coût, c'était de dire que la France était accablée par des coûts du travail particulièrement élevés, dus à des prélèvements sociaux particulièrement élevés et à des prélèvements fiscaux particulièrement élevés. Et derrière tout ça, comme le disait mon ami Michel Didier, il y avait la décision calamiteuse des 35 heures. Ça, c'était la ligne d'argumentation de droite. Et ceux qui tenaient l'argumentation de gauche disaient « mais non, le problème, vous voyez bien, c'est pas ça. C'est que la France, malheureusement, au cours des 10 dernières années, a dérivé dans sa spécialisation en termes de gamme. Sa spécialisation est de plus en plus une spécialisation vers le moyen bas de gamme, alors que les Allemands, les pays nordiques sont montés en gamme. Et donc, la France subit les prix au lieu de les imposer, ce qui l'a conduit à faire des arbitrages de marge qui la conduisent à déprimer sa marge. Bon. Et donc on avait l'impression qu'on était dans deux univers différents. Alors que l'explication est toute simple et toute bête. Un pays dans lequel le taux de marge des entreprises s'effondre continuellement, c'est un pays qui, par définition, ne peut pas investir dans la montée en qualité, ne peut pas investir dans l'innovation, ne peut pas investir dans l'exportation, ne peut pas investir dans les nouvelles technologies de l'information. N'investissant pas, il est pris dans sa trappe de spécialisation initiale et il est obligé de faire de l'arbitrage sur ses marges pour tenir ses positions. Et plus la situation s'aggrave avec le temps, et plus sa base de financement devient triquée, ce qui fait que le taux d'épargne de l'entreprise baisse, ce qui fait que la capacité d'autofinancement de l'entreprise baisse, et ce qui fait que, par exemple, aujourd'hui, le taux moyen d'autofinancement des entreprises françaises est à 65%, quand celui des entreprises allemandes est à 120%. Voilà, c'est tout simple. Et donc, compétitivité coût et compétitivité hors coût sont totalement liés. Alors, une fois que nos amis ont fait cette découverte, ça a donné le rapport Gallois, et ça a donné le plan Hérault, qui annonce donc la volonté de combiner pour la première fois, ce que nous répétons, nous, économistes, depuis des années et des années, pour la première fois, on admet l'idée qu'il faut combiner et une action de long terme pour améliorer la compétitivité hors prix, et donc ce sont tous les efforts en matière de recherche, d'innovation, de qualité, de différenciation des produits, etc., etc., de réforme du système éducatif, d'amélioration de la formation, etc., etc., de développement des relations entre donneurs d'ordre et sous-traitants, d'amélioration du climat social dans l'entreprise, etc., etc. Tout ça, vous le trouvez dans le rapport Gallois. Ce qui est bien, c'est que c'est résumé en 3 lignes chaque fois, alors que normalement, vous êtes obligé de lire des kilomètres de rapports auxquels j'ai participé, comme beaucoup d'autres. Donc voilà, donc on accepte cette idée-là. Ça, c'est la partie qu'on va appeler pacte de compétitivité. Et puis, il y a en même temps un problème urgent, immédiat, de court terme, qui est que les entreprises sont en train de crever la gueule ouverte. Et ça, pour régler ce problème, il faut un choc d'offres, il faut un choc de compétitivité. Et ça passe par le fameux crédit d'impôt qui a été inventé, qui est une façon de différer l'application d'une baisse des cotisations patronales sur le travail. Donc voilà, ça, c'est la première percée décisive qui a été faite. On croyait que c'était impossible, mais ça s'est fait. La deuxième percée décisive qui a été faite, je vous l'ai dit dans mon propos liminaire, c'est l'idée qu'il va falloir réduire la dépense de l'État. Et pour la première fois, on prononce les mots qu'on croyait impossibles à prononcer, c'est-à-dire que l'effort doit porter à la fois
sur la dépense publique d'État, et notamment sur celle de tous les organismes périphériques pour lesquels on dit qu'il y a des redondances, des doublons, qu'il faudra en supprimer un certain nombre, etc. Donc c'est plus audacieux que la RGPP, hein, puisque la RGPP, finalement, ça concernait que la fonction publique centrale et ça s'était un peu limité à la politique du remplacement d'1 sur 2. Là, on dit qu'on va aller beaucoup plus loin, mais surtout, ce n'est pas simplement la fonction publique d'État et simplement l'administration d'État qui est en cause, mais également on va s'attaquer au millefeuille territorial, ce qui est une très très bonne nouvelle. On va s'attaquer également aux organismes de dépenses et de protection sociale. Et on a eu cette décision formidable qui consiste à dire qu'on va réduire de 12 milliards par an la dépense publique, ce qui représente un effort formidable, comme disent tous les acteurs économiques et politiques. Mais je vous rappelle que 12 milliards, c'est à peine 1% de la dépense publique. C'est-à-dire cet effort héroïque qu'on demande aux pays de faire et qui est inimaginable et qui va provoquer des drames, etc., c'est 1%. Vous connaissez beaucoup d'entreprises dont l'objectif essentiel, c'est de faire un gain de productivité de 1%. Bon, là, je charrie un peu parce qu'il y a beaucoup de dépenses de redistribution, il y a beaucoup de salaires, etc. Et les dépenses d'intervention sont plus limitées. Mais enfin, quand même, c'est une évolution appréciable. Donc, deuxième élément important, c'est cette évolution majeure sur la dépense. Puis, troisième évolution importante, là aussi, ça paraissait impossible. Mais dans le cadre de ce nouveau pacte de compétitivité, il y a l'idée que si on veut que l'économie se redresse, il faut également de meilleures relations sociales. Et pour avoir de meilleures relations sociales, eh bien, il faut qu'il y ait des pactes, un compromis historique, a dit le président de la République, qui passe par des accords gagnant-gagnant et qui devrait idéalement acclimater la culture du contrat, la culture du donnant-donnant, et notamment l'idée que dans des accords compétitivité-emploi, il puisse y avoir des accords qui permettent à la fois à l'entreprise de mieux gérer son cycle de production, aux salariés d'être mieux sécurisés sur son avenir personnel, et ceci passe par éventuellement des dérogations au droit social tel qu'il est constitué à travers des accords contractuels. Et là, c'est l'enjeu de la grande conférence sociale qui a lieu en même temps. Donc, vous voyez, il n'y a pas de raison d'être totalement désespéré. La situation économique est catastrophique, hein, puisque nous sommes en récession. Les perspectives économiques de la France sont assez sombres. Le diagnostic qui a été établi par Gallois, qui est le énième diagnostic fait sur la situation de la France, est alarmant. Mais pour la première fois, on a l'impression qu'il y a quelques petites choses qui bougent. Alors peut-être que je vais être démenti par les événements assez rapidement, peut-être que je fais preuve d'un optimisme excessif, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui bouge. Et c'est sur ces paroles relativement optimistes que je voulais m'arrêter. Merci. Si vous avez une ou deux questions, je peux les prendre, et puis sinon, je vous remercierai. Une ou deux questions, non? Oui, allez-y. Allez-y. Oui, bonjour, Yannick Le Goffic de Seine-Maritime Expansion. Je voulais juste, sur la partie européenne, comprendre que vous nous avez expliqué que pour la Grèce, il y avait eu des erreurs successives qui avaient été décidées. Mais à votre avis, quelle est la solution qu'il aurait fallu choisir dès le départ par rapport à cette erreur Grèce? La solution est très simple. Il fallait d'emblée comprendre que la situation grecque n'était pas une situation de crise de liquidité, mais de crise de solvabilité. Et dans les crises de solvabilité, il n'y a pas 36 solutions, il y a une restructuration de la dette. Et il aurait fallu faire la restructuration de la dette d'un côté et apporter des aides pour essayer de redynamiser le système productif. Et donc, il ne fallait surtout pas adopter la logique punitive qui a été adoptée. Et la deuxième question, c'était, oui, j'ai été assez étonné de ne pas entendre parler des autres pays de l'Europe qui ne sont pas dans la vieille Europe. Vous avez cité tous les pays de la vieille Europe. Et quel est l'impact de ces pays La raison est très simple. C'est-à-dire, je pense véritablement que l'avenir est à une distinction de plus en plus grande entre l'eurozone et les autres pays. Et dans les autres pays, vous avez raison, j'aurais dû apporter le commentaire suivant. Il y a deux types de pays parmi les autres pays. Il y a des pays comme l'Angleterre qui, à mon avis, ont vocation à se retirer, et des pays comme la Pologne qui ont vocation à rentrer dans le noyau central. Voilà. Merci.